à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, débrief du Game 1 des finales de la Betclic Elite. Paris qui s'est déplacé à Monaco à peine 48 heures après sa qualification historique au match 5 contre l'Asvel. Et comme plus ou moins attendu en fonction de la récupération des Monégasques et des Parisiens, Paris s'est incliné 90-80 de 10 points, même si le match semble quand même beaucoup plus largement à l'avantage des Monégasques. Bref, on va faire un gros retour en détail sur cette partie où il y a un certain joueur monégasque qui en avait contre Paris visiblement et qui a sorti un peu le gros match de sa fin de saison, qui était pas forcément de Mike James. Mais comme je dis on, parce qu'on est deux pour ce podcast, je suis avec Lilian. Salut Lilian. Salut Flavien, salut à tous. Lilian, tiens, je vais te laisser la main assez rapidement. Je l'ai dit, Paris a plutôt eu du mal à rentrer dans son match, a été dominé globalement de bout en bout sur la rencontre. Comment on peut expliquer la défaite parisienne? Est-ce qu'il n'y a que la fatigue? Parce que Paris n'a que 48 heures de repos, tandis que Monaco n'avait pas joué depuis jeudi. Est-ce qu'on peut expliquer le match le match des Parisiens que par ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui font que Paris a peut-être passé un peu à côté de sa chance ce mardi soir? C'est malheureusement un scénario auquel on pouvait s'attendre. Moi, tu l'as rappelé en introduction, notamment en raison de la fatigue potentielle des Parisiens. Mais, euh, mais je pense que tu l'as également cité, l'une des grosses raisons de la défaite parisienne ce soir, je pense que c'est la première qu'on va pouvoir évoquer, c'est tout simplement le niveau de jeu de Mike James et même plus globalement des stars monégasques. On pourra parler également de la performance d'Eli Okobo en seconde période, mais je pense que l'énorme première période de Mac James qui met 21 points, qui clôture ces 20 premières minutes par un énorme shoot du milieu du terrain, c'est l'une des grosses explications qui a mis Paris d'emblée la tête sous l'eau à Gaston Médecin et qui après a pas su s'en relever, même si au final, Paris est pas, on va pas dire dans le match encore à la mi-temps, mais c'est encore jouable. Je crois qu'il y a 15 points d'écart. Au final, c'est dans le troisième quart-temps vraiment que Paris va prendre son plus gros éclat en étant mené jusqu'à 24 points. Mais oui, le premier symptôme de la défaite parisienne dans ce match 1, il n'est pas vraiment du fait des Parisiens, il est plutôt du fait des joueurs monégasques et notamment de sa star Mike James. Peut-être on reste sur Mike James. Nadir Iffi, juste après le match, la micro de l'équipe qui disait on a laissé leur meilleur joueur marquer 31 points. Est-ce qu'ils l'ont laissé ou est-ce qu'il a créé ses tirs? Forcément, Mike James, on connaît un peu son style de jeu. Et t'as parlé de la fin de première mi-temps avec ce shoot, mais je crois qu'il a même 2 ou 3 tirs consécutifs. Où tu te dis, mais comment il arrive à rentrer ça? Il a une vraie réussite parce que on l'a dit, il a commencé les playoffs blessés. Ensuite, il a eu une série contre Bourg où il passe un peu à côté, même à côté totalement. Mm. Et là, 31 points à 5 sur 10 à 3 points, 3 passes décisives, 26 d'évaluation. On a clairement senti qu'il y avait un autre Mike James qui était sur le terrain là, à Monaco. Euh, qu'est-ce que lui, il a fait et comment Paris a pas réussi à s'adapter à ton avis? Qu'est-ce qui a fait que voilà, ce mismatch a été peut-être gagnant du coup côté Monaco? Je vais peut-être faire une réponse un petit peu bateau, mais il a juste fait du Mike James. Comme TJ Shorts et Nadir Rifi peuvent le faire avec leur shoot à eux. T'as beau faire une défense incroyable face à ce type de joueurs, s'ils sont à leur meilleur niveau de jeu, ils vont tout simplement marquer sur ta truffe. Là, il était dans un soir de grâce. On a parlé de son shoot du milieu de terrain à la fin de la première période, mais à un moment, j'ai le souvenir en seconde période qui met un. Alors, c'était après une faute sifflée, mais il met genre un tir main gauche complètement, vraiment le truc improbable. Donc, il était vraiment là dans un soir de rêve, tout simplement au tir. Il a marqué là sur cette rencontre beaucoup plus de points. Je crois qu'il avait marqué une quinzaine de points au total sur l'ensemble de la série contre Bourg. Et là, il en marque 31 sur ce simple match 1. Donc, je pense que peut-être Paris si on doit quand même trouver des petites choses à redire, ne l'a peut-être pas assez embêté en le faisant, comment dire, attaquer sur tout le terrain, en envoyant peut-être un peu plus Tyson Ward le presser un peu plus, peut-être essayer de faire des fautes un peu plus rapidement sur lui, quitte à être dans la pénalité, pour vraiment un petit peu le gêner, parce qu'on l'a senti un petit peu trop dans sa zone de confort, même si la zone de confort de Mike James, c'est de mettre des shoots
parfois impossibles à l'image d'un Adirifi. C'est des joueurs voilà, dans la même veine, mais là, je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est l'une des clés de la série. De toute façon, Paris qui doit tenir les 1 contre 1 contre Monaco, mais je vois pas vraiment ce qu'ils pourront faire de mieux, à part espérer au match 2 qu'ils soient un petit peu moins dans un soir de gloire. Ouais, et en plus, donc on parle beaucoup de sa première mi-temps parce que c'est là où il fait vraiment le gros de son match. Et en deuxième mi-temps, il y a des joueurs qui ont pris un petit peu aussi l'ascendant, mais t'as un garçon comme Eli Okobo que t'as cité, qui fait qui score pas mal, pardon, en deuxième mi-temps. Jordan Boston Game aussi, il fait je trouve il a marqué, lui, il a marqué 13 points, mais il marque dans des moments importants à chaque fois, j'ai trouvé. Il finit à 17 d'évaluation. Et bah, quand Mike James a eu un petit coup de moins bien dans le match, moins d'adresse, puis juste moins de temps de jeu, il y a eu ces lieutenants qui, bon, bah, vu le niveau des lieutenants, chez nous, seraient des titulaires en puissance, mais les lieutenants ont pris le relais. Et même quand Monaco a peut-être un peu baissé de pied en fin de match, eux, ils ont été là pour mettre pour poser le couvercle sur sur la victoire. Et même Mike James en fin de match, c'est lui qui tue un peu la chose avec un tir à 3 points. Parle-moi un peu, je sais pas, de Blossom Game ou Kobo si t'avais des choses à dire sur leur match. Ouais, parce que mis à part, Jordan Lloyd qui marque, seulement 3 points, c'est vrai que tous les autres, monégasques ont répondu présent alors qu'on l'a pas forcément cité, mais Moti Younas et John Brown, étaient absents pour ce match. John Brown qui sera absent pour l'intégralité de la série, d'après l'équipe. Mais c'est vrai que Blossom Game, c'est dans la continuité un peu de sa très bonne fin de saison qu'il a, est un role player dans l'effectif de Monaco, mais était un peu plus que cela ces dernières semaines. Tu le disais, 13 points, mais il prend aussi 6 rebonds, donc 3 rebonds offensifs, provoque 3 fautes. Donc il a vraiment été très bon. Alpha Diallo également, lui, toujours très efficace, qui fait une très bonne saison avec Monaco, qui marque 10 points. Et puis tu as Mathieu Strezel qui met 6 points. Jaité qui n'a pas forcément beaucoup joué dans ses playoffs parce qu'il était notamment blessé pour débuter, qui marque 4 points. Donc, ouais, Monaco, au-delà de compter sur ses deux leaders, ses deux arrières stars, a pu compter sur l'ensemble de la collectif. Et je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, je te fais rebondir là-dessus, mais j'ai trouvé Monaco qui est souvent un petit peu catalogué de jeu un peu stéréotypé parce qu'ils s'appuient beaucoup sur leurs stars et qui font pas beaucoup de passes et qui du coup n'ont pas beaucoup de pertes de balles, mais j'ai trouvé que ce soir, ils ont plutôt bien distribué le ballon et c'est ce qui a permis justement à leurs joueurs un petit peu moins stars de briller. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en as pensé sur ce match-là? Ouais, bah, là déjà sur le côté stéréotypé, c'est des choses qu'on a lues après la déclaration de Thuram Cisalo. Alors je sais pas si c'est Obradovic qui en avait parlé, mais bah forcément tu préfères donner le ballon dans les mains de Mike James ou au Kobo pour scorer plutôt que dans les mains de Mame Jaité, dans le même sens que tu préfères donner le ballon à TJ Shorts plutôt qu'à Yontunen. Mais c'est vrai que peut-être la stat des passes décisives du côté de Monaco elle est trompeuse, hein, puisqu'ils en font que 13 sur le match, mais ils ont le ballon a bien bougé, mais c'est juste que je les ai sentis tellement plus frais, plus fringants. Euh, Collectivement, en fait, ça a suivi, et même si bah, tu n'as pas beaucoup de passes D, mais parce que bah, tu as Mike James qui met la plupart de ses points sur des 1 contre 1 où il va garder la balle 20 secondes et pour tirer. C'est vrai qu'il y a eu un sentiment quand même d'une équipe de Monaco impliquée du premier au dernier élément et que bah, même quand tu as les remplaçants qui sont rentrés, tu avais quand même une vague de la Roca Team qui semblait insubmersible et Paris a pas été capable de tenir tous les joueurs en face. Voilà, à quelques exceptions près, côté Monaco, vraiment tout le monde a fait le job qu'il fallait pour l'emporter. Et bah, je me permets peut-être du coup d'avancer peut-être sur un autre point, mais on a vu Paris incapable de scorer à l'intérieur, surtout en première mi-temps, mais avec une adresse à 3 points catastrophique, 0 sur 10 après les deux premiers cartons. Euh, Est-ce que ça, forcément, le début, enfin, la manière que Paris a eu d'attaquer, ça a été forcément impactant, on va dire, dans le résultat de la rencontre. Je vois Paris, euh, on a eu des contre-attaques qui étaient vraiment mal gérées. Apparemment, un peu de l'attaque parisienne qui met quand même 80 points, mais qui en met 80 parce que tu en mets 27 dans le dernier carton, et que tu as Nadia Effi qui pète un peu les plombs et qui prend l'équipe en main sur la fin de match. Mais globalement, offensivement, on a peut-être trouvé une équipe de Paris stérile, alors que
tu perds peu de ballons, mais bon, mais j'ai trouvé que le ballon bougeait mal, ou Paris était pas dans le rythme, et tu fais 13 passes décisives comme Monaco, mais au même titre que Monaco, c'est surtout sur des exploits individuels de tes arrières, TJ Shorts et Nadir Rifik, que tu as réussi à scorer. Est-ce qu'il y a mieux à faire, notamment en vue du match 2? Oui, il y a beaucoup, beaucoup mieux à faire. On a beaucoup parlé là, de Monaco dans ce début d'épisode, mais Paris a aussi failli offensivement pour sa part. Au final, je disais que pouvait s'estimer presque heureux d'être entre guillemets, dans le match à la mi-temps, parce que comme tu le disais, pas d'adresse extérieure, 0 sur 10 à 3 points après 20 minutes, et également une incapacité à marquer à l'intérieur. On n'a pas forcément les stats précises de la réussite au cercle de Paris à 2 points. Au final, Paris termine à 50% à 2 points, mais franchement, d'un aspect visuel, Paris a quasiment loupé tous ses tirs près du cercle, alors également bien gêné, notamment par la protection de cercle d'un Dante Hall ou même d'un Mam Jaité, mais également beaucoup d'opportunités qui ont été loupées, tu le disais, sur contre-attaque, où on avait des situations de supériorité numérique qu'on a parfois mal gérées. Un Justin Simons qui était très bon sur ses playoffs, là, qui marque 3 sur 7 à 2 points sur ce match. Et forcément, bah, ça a pesé pour Paris qui, en plus de peiner offensivement, eh ben, n'a pas pu compter sur sa défense pour s'octroyer du jeu rapide. Et c'est ça aussi qui fait la différence pour Paris, ces deux facteurs-là, l'absence de répondance sur demi-terrain, et en même temps l'incapacité à se créer des opportunités en contre-attaque, a fait que Paris a été à la peine offensivement. Tu le disais, à part ce dernier quart-temps où ils vont marquer 27 points, Paris a été en galère avec son adresse pendant toute la partie. Ouais, puis il y a l'adresse, et comme tu dis, il y a aussi la gestion des contre-attaques, où les porteurs de balles qui, du coup, montaient le ballon sur les transitions, très généralement, faisaient pas la passe. Moi, j'ai une image où c'est une contre-attaque de Medine Guama qui va s'enfoncer dans le défenseur adverse, qui va provoquer la faute, mais c'est un 3 contre 1, et où il peut juste donner le ballon au coéquipier, il y a un panier. Mais je trouve que c'est peut-être ça, ce genre d'action est peut-être un peu symptomatique du manque de lucidité et de la fatigue du coup que tu as accumulé après le match de dimanche, le déplacement lundi, bah, le fait de devoir te focaliser directement sur la finale de ce mardi. Euh, Ce genre d'action, pour moi, c'est symptomatique du manque de fraîcheur que tu avais. euh, Parce que sur ce genre d'action, on, on en a vu des dizaines sur la saison, des dizaines, des centaines. Généralement, quand même, tu arrives quand même à finir. C'est une équipe qui fonctionne très bien sur transition. Là, tu avais l'impression de revoir des U9 qui apprenaient un passé va. Et c'était un peu difficile, justement, de trouver du rythme quand tu n'arrives pas à scorer sur des transitions, sur des paniers qui sont plus faciles à marquer. Et qu'en plus, sur demi-terrain, bah, tu es en difficulté pour marquer à l'intérieur, parce que, on le répète, tes intérieurs ne sont pas euh, des grands scoreurs, ou alors très habiles avec leurs mains. Et bah, les extérieurs, ce sont eux qui faisaient le boulot en allant souvent dans la raquette. TJ Short, quand il prenait l'écran au début de match, il a beaucoup de distance. Par contre, derrière, il a quand même essayé de provoquer près du cercle, parce que bah, on laissait plus ou moins le drive ouvert à TJ Shorts, mais il y avait quand même il y avait quand même des bras, il y avait quand même de la dissuasion. Et il n'y a aucun joueur parisien vraiment qui du match entier, peut-être Nadir sur la fin, mais je pense qu'il n'y a aucun joueur qui a été capable vraiment d'être dangereux près du cercle. Et à mon sens, c'est le plus gros problème, c'est, comme tu l'as dit, il y a des absents en face, et que tu ne sois pas en mesure de pouvoir compter dans ce secteur-là, alors que tu as une adresse dramatique sur la rencontre, notamment à 3 points. Je trouve que c'est embêtant, et que c'est un vrai un vrai axe à améliorer, parce que tu perds tellement de points et d'opportunités sur ce genre de loupé, que bah, tu t'es mis mal dans le match, avec une adresse vraiment qui t'a pas permis de revenir au score, alors que ta fin de match est vraiment bonne, mais tu repars de trop loin pour espérer inquiéter Monaco. Deux petites choses à rajouter. Il y a peut-être eu aussi rapidement
avec le gros début de match de Mike James, un sentiment d'urgence assez rapide. Je parle de ça pour peut-être expliquer ces contre-attaques mal gérées. Il y a également dans le 3e quart-temps quand, il y a un petit peu le show Eli Okobo, beaucoup de shoots pris rapidement par Paris en début de possession, notamment à 3 points alors que voilà, les Parisiens retrouvaient un petit peu d'adresse. Il y a notamment Herrera et Antunen qui ont mis rapidement les premiers tirs extérieurs de Paris en début de 3e quart-temps, mais j'ai senti, je sais pas, c'est l'impression que j'ai eu, un petit sentiment, d'urgence, de ne pas vraiment savoir comment revenir dans cette partie et du coup, il y avait un petit peu, voilà, la volonté un petit peu de chacun de prendre des tirs rapidement pour essayer de remédier à la situation et deuxièmement, ce que je voulais rajouter, peut-être qu'avec aussi en corrélation avec le fait que le dernier match de Paris contre l'Asvel et ce premier à Monaco était rapproché. Peut-être eu quelques difficultés à s'adapter, notamment par rapport aux adversaires dans la raquette. On le disait, Moteyunas et Brown absents sur ce match 1. Du coup, Dontaol et Mam Jaïté ont joué. Ce sont quand même des joueurs qui ont un profil assez différent des deux premiers cités, qui sont beaucoup plus athlétiques, très aériens. Et notamment essayer de passer à l'intérieur face à un Dontaol qui est à la fois par rapport à son envergure et sa capacité à sauter très haut, c'est un problème à la fois pour un joueur comme TJ Shorts qui aime se faufiler dans la raquette et à la fois pour les quelques joueurs parisiens qui aiment venir marquer près du cercle, Justin Simon, des Amarassi, même des Tyson Ward qui viennent couper dans la raquette. Ça a peut-être aussi perturbé les Parisiens de se retrouver face à des joueurs auxquels ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils jouent autant. Je vais pas aller jusqu'à dire que Thiago Massidalo et son staff n'avaient pas prévu ça. Forcément qu'ils ont des plans B, C, D par rapport aux rotations de Monaco, mais peut-être que sur ce match 1, les adaptations de Monaco par rapport aux blessures dans leur effectif ont pu jouer sur les capacités de Paris à marquer sur cette rencontre. Ouais, et c'est une question qu'on se posait juste avant de lancer l'enregistrement du podcast, mais on a vu donc le secteur intérieur en difficulté, comme on l'a cité depuis tout à l'heure, et on comprend pas trop. Enfin, moi, en tout cas, je comprends pas, et je te lance sur le sujet, mais on a Enzo Charvin qui joue 7 minutes, qui a un impact vraiment bon sur les quelques minutes qu'il a passé sur le terrain. Il fait 9 d'évaluation, 4 points, 4 rebonds, une passe. Euh, je comprends pas qu'il aurait pas plus été utilisé pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un joueur frais, c'est un des joueurs qui a le moins joué de la série des précédentes, et je suis même pas sûr qu'il ait joué le match 5. Euh, j'ai un doute, je me souviens plus, je vous avoue. Euh, il a un impact dès qu'il rentre, parce qu'il rentre assez tôt dans le match, et ça se passe bien. Je comprends pas que le coach ne l'ait mis que 7 minutes sur le terrain, et que on n'ait pas laissé peut-être plus de temps à ce genre de joueur, et justement, peut-être qu'il matcherait mieux en termes de profil face à des intérieurs explosifs, comme on a cité avec Donta Hall, qui a beaucoup de verticalité, qui est très mobile pour sa taille, son envergure, qui va chercher très haut pour contrer les adversaires, finir fort près du cercle en attaque. Je me demande si je veux faire jouer Enzo avec son profil qui détonne vraiment de tous les autres profils d'intérieur qu'on a dans cette équipe, aurait pas été plus bénéfique que de faire jouer un Banjassi qui a joué 9 minutes et qui n'a pas d'impact, ou d'un Michael Kessens qui, même s'il a eu c'est pas son pire match, il a pas non plus un gros rendement. Et puis il est à moins 11 de plus manu. Je me demande si tu avais peut-être donné peut-être sa chance plus à Enzo, ce que ça aurait pu donner. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est dommage parce qu'il a été assez efficient sur ses à peine 7 minutes de temps de jeu, 4 points, 4 rebonds à 2 sur 2 au tir. Donc il a vraiment fait une très bonne rentrée. On le voit notamment à un moment faire une chose assez inhabituelle, attaquer le cercle en partant de 5-6 mètres en arrière, en posant un dribble. Et c'est quelque chose que Paris aurait peut-être pu exploiter avec Adonta Hall qui sort un petit peu plus, qui a plus cette possibilité de venir chasser les extérieurs adverses. Donc ça aurait pu être une possibilité, même si on a souvent vu Enzo Charvin évoluer très près du cercle avec Paris, notamment servi par TJ Short sur alley-oop. Mais je pense que ça aurait pu être une possibilité un petit peu plus exploitée, comme même si voilà, tu parlais d'Amand Jassi qui n'a pas forcément été efficace, mais je pense que Paris aurait peut-être pu un peu plus exploiter les mouvements sans ballon. Je trouve qu'on ne l'a pas assez fait sur cette rencontre. Alors peut-être gêné par la défense de Monaco, il
faut bien le dire également. Mais voilà, je pense que ça aurait pu être une piste un petit peu plus exploitée également, le jeu sans ballon pour Paris. Mais voilà, peut-être que Enzo Charvin peut être une solution dans cette série. En tout cas, il a fait une bonne rentrée sur ce match et ça sera à voir, ouais, en fonction de. C'est vrai on sent bien que Alon Kratzer n'a pas forcément adapté sur ce genre de partie, même si voilà, il met 4 points, il prend pas forcément trop de fautes rapidement sur ce match. Qu'à Michael Kessen se fait plutôt, pour le coup, j'ai trouvé un bon match, même si dans les stats, ça se voit pas forcément, notamment avec un plus-minus de moins 11. Mais voilà, c'est vrai que Enzo Charvin peut être une des pistes à étudier pour Paris, mais je pense on peut finir globalement cet épisode en disant que quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, de motifs d'espoir dans Paris, à la fois de par les performances, les énormes performances qu'ont livré les joueurs de Monaco, qui, je pense, ne se reproduira pas à chaque fois, même si ce sont des joueurs de très grande classe qui peuvent répéter ce genre de match. Je ne pense pas que Mike James marquera 31 points à chaque match, ou alors la série, on peut déjà l'oublier, ce sera 3-0 pour Monaco, et à la fois par le début de match raté de Paris, notamment au niveau de son adresse. Ouais, bah écoute, ça tombe bien que t'en parles parce que c'est sur ça que je voulais lancer la suite et fin de ce podcast. Mais comme t'as fait 20 minutes qu'on dit que Monaco a surdominé les débats, enfin en tout cas dominé le match de par plein de biais, mais finalement, bah, quand tu vois un peu la fin de match, et c'est notamment Nadirifi qui, comme dans chaque quatrième quart-temps, pète un plomb et commence à trouver de l'adresse avec des tirs un peu fous, mais Paris n'est qu'à 10 points. Paris n'est pas du tout largué finalement sur la fin de match. Même si tu regardes quand même, t'as 3 quarts et demi où il y a pas vraiment photo. Je me dis, et je pense qu'on, toi et moi, on va être plutôt raccord sur cette idée-là, mais euh, tous les défauts qu'on a cités de Paris ce soir qui sont, je pense, beaucoup imputables à cette fatigue, parce que Paris a joué jeudi soir, a joué dimanche, et puis l'avion, etc. Euh, si tu as une préparation équivalente, c'est pas impossible que tu aies un match complètement différent de la part de Paris, et que tu ne sois pas à moins 15, moins 20 dans la rencontre, et que bah, tu offres un match serré à cette équipe de Monaco, et que tu sois capable peut-être de le prendre. Donc je me dis, match 2 jeudi, alors il y aura toujours de la fatigue parisienne, mais Monaco a joué, donc bon, bah tu peux t'offrir un espoir, et si tu veux de gagner cette finale de toute manière, ce match 2 il est même plus que capital, parce que de toute manière, si tu perds ce match 2, je pense que tu ne te relèves pas et que tu gagnes pas les trois matchs d'après, dont le match à Monaco. Oui, clairement, ce match 2 c'est le plus important de la série, voilà, après la claque de la première manche. Et ouais, et puis juste pour rajouter un dernier point, je pense pas pour dire que le match 2 sera assez différent du premier. Je peux pas imaginer Tuo Masizalo se ramener avec son staff technique en ne changeant pas quelque chose jeudi. Forcément, il va y avoir déjà justement tenté de nouvelles choses, quitte à ce que ce soit négatif ou perdant, mais forcément Paris va arriver avec d'autres intentions, en étant peut-être voilà, peut-être en essayant d'être plus agressif dès le début de match, notamment je parle en défense, en essayant de un petit peu casser le jeu de Monaco potentiellement. Donc voilà, je je dirais pas que Paris va forcément remporter le match 2, mais en tout cas, je pense que le scénario sera en tout cas différent. En tout cas, on l'espère, nous observateurs parisiens. Yes, exactement. Donc le match 2 c'est jeudi soir, enfin soir, 18h30, fin d'après-midi sur l'équipe 21, Magnifique en horaire, espérant, à l'apéro. en espérant que Benoît Cosset ne soit plus le commentateur de cette chaîne, Oh, car pourquoi? c'est Dis-moi. insupportable. On est tous d'accord là-dessus pour le dire, donc j'irai pas beaucoup plus loin. 18h30, donc jeudi soir pour le match 2, c'est toujours à Monaco. Et puis Paris sera de retour à la maison dimanche soir. Cette fois-ci, c'est soirée, 19h en prime time, l'équipe 21 toujours, pour, euh, pour le match 3 de la série qui, on l'espère, ne sera pas déjà décisif. Et que Paris aura au moins remporté le game 2 pour s'offrir un espoir de remporter cette finale. Nous, on se donne rendez-vous du coup jeudi soir pour le débrief du game 2. Alors, je crois pas que ce soit ni toi ni moi sur le podcast. On verra, bref. On se tient au courant. On vous dit donc à jeudi soir pour le match 2 des finales de Betclic Elite entre Paris et Monaco.
Prenez soin de vous et à bientôt. Salut à tous!